Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du rêve dit prémonitoire. Le rêve, c'est une sorte de film virtuel que notre esprit fabrique pendant notre sommeil. Ce film dit virtuel reprend certaines scènes que nous avons vécues dans la journée, puis les recompose de manière à créer une sorte de scénario qui va regrouper sous une forme imagée le stress, les inquiétudes et les joies que nous avons dû vivre pendant la journée. Bien entendu, tous nos rêves ne se résument pas vraiment qu'à cette seule explication. Il existerait une autre cause plus occulte. Pour beaucoup de médiums, de chamans et de prêtres sorciers, le rêve cacherait en fait une autre réalité qui est celui du voyage astral de l'âme pendant le sommeil. Certains de nos rêves seraient en fait le compte rendu de ces voyages nocturnes de l'âme. Une croyance assez répandue chez les peuples sibériens dit qu'un corps humain est lié à son âme. Bien que gardant une certaine autonomie, celle-ci peut s'évader pendant la phase du sommeil. Et certains rêves témoigneraient de cette évasion. Son absence temporaire est sans danger et à condition que le rêveur ne soit pas trop réveillé brutalement. Ces sorties hors du corps se produisent involontairement pendant une certaine phase de notre sommeil. Elles sont en règle générale déterminées par un manque d'énergie vitale qui pousse l'âme à se détacher du corps physique temporairement afin d'aller se recharger en énergie dite vitale. Et pendant le sommeil, nos âmes cherchent souvent à s'évader de leur prison de chair. Une réalité qui nous explique entre autres pourquoi nous avons souvent la sensation d'avoir été présents dans un autre endroit alors que nous dormions. La sortie, comme le retour de l'âme dans le corps, se fait souvent par le haut de la tête au niveau de la fontanelle. En général, les gens qui réintègrent leur corps se sentent comme aspirés dedans. Lors de ce voyage astral de l'âme, pendant le sommeil, l'individu éprouverait comme une sorte de sentiment de légèreté et de glissement, une impression de flotter au-dessus de l'air. En règle générale, l'âme n'a pas la faculté d'agir sur la matière, mais dans certaines conditions, il lui arriverait d'atteindre un certain degré de matérialisation qui le rendrait visible. J'avais déjà évoqué cette réalité pour le cas des vampires dont l'âme quittait le cercueil, puis grâce à l'apport de l'énergie vitale, environnant, elle arrivait à se donner une certaine densité et consistance qui lui permettait de reconstruire, du moins de reconstituer une sorte de corps fantôme. Et cette âme perdue va se rendre vers ses victimes en glissant au-dessus du sol. C'était la vision du vampire. Je continue sur les rêves. Une fois en dehors du corps, l'âme finit par se conduire comme un esprit désincarné aux facultés assez surprenantes. Par exemple, l'âme va se mettre à voyager à la vitesse de la pensée. Elle va se mettre à créer toute une série d'objets dits virtuels qui vont pas se matérialiser mais ils vont apparaître dans son esprit. Et dans certains cas, l'âme peut même rencontrer l'âme de personnes décédées. Et à son réveil, la personne qui aura vécu cette décorporation dite astrale dira qu'elle avait rêvé de sa tante ou de son père décédé, alors qu'en réalité, elle avait réellement rencontré l'âme ou l'esprit du défunt. Ce voyage astral de l'âme pendant certaines phases du sommeil explique entre autres le mystère des rêves dits prémonitoires. Débarrassée de son attache matérielle, l'âme se projettera en fait dans un espace pluridimensionnel, à plusieurs dimensions, où seraient figées certaines sphères dites temporelles. Et en s'y connectant, l'âme peut assister à certaines scènes du futur qui n'ont pas encore lieu sur Terre. Et dans certaines de ces dimensions, le temps n'a plus vraiment les mêmes valeurs que nous lui connaissons habituellement. Par exemple, passé, présent et futur coexisteraient non pas maintenant dans notre temps, mais dans une sorte de zone hors du temps. Et si on pouvait atteindre cette zone, on devrait logiquement pouvoir retrouver le passé et même certaines visions du futur. Et il semblerait qu'en état de dédoublement, l'âme arriverait à atteindre cette zone hors du temps. Le temps passé et le temps futur de notre monde ne seraient plus vraiment linéaires comme on se le représenterait, mais les deux temps cohabiteraient dans une sorte de zone fantôme. Et en approchant de cette zone, l'âme peut capturer certaines scènes du futur. Et à son retour dans le corps physique, ce voyage astral de l'âme se transformera en un rêve incompréhensible pour la personne qui l'aura vécu. Mais elle saura quand même qu'elle avait bien assisté à une scène qui ne s'est pas encore déroulée sur Terre. Et à ce propos, vous avez certains yogis et occultistes qui disent qu'il existerait un monde subtil proche du nôtre auquel nous aurions accès en rêve et où les événements existeraient
déjà, mais ne seraient pas encore actualisés dans notre monde grossier, notre Terre. Les rêves prémonitoires appartiendraient en fait à ce monde dit subtil. Ben, bon, je sais pas si c'est compréhensible, mais bon, en réalité, c'est lorsque l'âme se détache du corps physique, elle se projette dans un monde à plusieurs dimensions, et elle rejoint une dimension où se réfugier certaines sphères dites temporelles. Et c'est là qu'elle puiserait certaines scènes du futur qu'elle rapporterait. Bon, pour argumenter, c'est dire, je vais vous citer deux cas de rêves prémonitoires qui, bon, comme je l'explique, argumentent très bien la vision que je me fais du rêve dit prémonitoire. Bah, le premier témoignage avait été vécu par Rudyard Kipling, c'est l'auteur du livre de la jungle. Bah, c'était un esprit assez cartésien car il croyait pas trop. Lui, dans son esprit, il croyait que ce qu'il voyait. Mais un jour, suite à un rêve prémonitoire, il dira qu'il était certain d'avoir une fois dépassé les limites assignées par le destin. Bon, il raconte qu'il s'était vu en rêve, vêtu d'un habit qu'il ne portait jamais, et il était debout dans une grande salle pavée de dalles fissurées. Il était au milieu d'une rangée de personnes habillées de la même façon que lui, et derrière eux, il y avait une foule. Et sur sa gauche se déroulait une cérémonie qu'il ne pouvait pas voir à cause du très gros ventre de son voisin. Puis, bon, il explique que la foule s'était dispersée, et c'est alors que quelqu'un a pris son bras en disant je voudrais vous dire un mot. Bon, Kipling, qui avait été troublé par ce rêve qui lui paraissait très très clair, va y penser pendant plusieurs jours, sans vraiment comprendre le sens. Et 2 mois plus tard, il va assister à une cérémonie dans l'abbaye de Westminster. Et ben là, tout son rêve prémonitoire prenait une toute autre signification qui lui était incompréhensible. Il avait été le témoin d'un film virtuel qui ne s'était pas encore produit, mais qui va se concrétiser 2 mois après. Ben, dans son nouveau rêve, du moins dans son rêve, il va revoir ce qui va se passer 2 mois après. Par exemple, lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster, bah, il portait le fameux costume inhabituel pour lui. Il s'était retrouvé au milieu d'une rangée de gens habillés comme lui, et il y avait la présence d'une foule et surtout le gros ventre de son voisin de gauche qui l'empêchait de voir la cérémonie. Et à la fin, bah, quelqu'un va poser sa main sur son bras en disant je voudrais vous dire un mot, s'il vous plaît. Et pour conclure son récit, bah, l'écrivain va ajouter et il se posera longtemps cette question. Mais comment et pourquoi m'avait-il été donné de voir une longueur encore enroulée de la pellicule de ma vie? Ça, ils ne comprennent pas pourquoi. Il a vu ce qui s'était passé 2 mois après, mais en rêve. Bah, le deuxième témoignage, celui-là avait été vécu par le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Bah, la guerre de sécession qui opposa le Nord au Sud venait de se terminer. Et nous étions le 11 avril 1865. Là, Abraham Lincoln recevait des invités à la Maison Blanche. Mais bon, il n'était pas de bonne humeur. Et son biographe, Lamon, va nous raconter que pendant le dîner, la conversation se portait souvent sur les rêves et la Bible. Abraham disait les rêves sont bien souvent présents dans la Bible, parce qu'il a fait un rêve et ça l'a beaucoup intrigué. Il expliquait il pensait qu'il y a environ 16 chapitres dans l'Ancien Testament. Et il y avait encore bien d'autres passages à ce sujet qui étaient dispersés dans tout le livre. Bah, si, comme il disait, si nous croyons à la Bible, bah, il nous faut accepter le fait que dans les anciens temps, Dieu et ses anges venaient à l'homme pendant son sommeil et se faisaient connaître dans des rêves. Et toi, tu crois aux rêves? Lui demandera sa femme. Bah non, mais je viens d'en faire un qui m'a un peu bouleversé. Bah elle lui dit, tu peux nous le raconter? Et le président raconte alors son rêve, qu'il a reçu quelques jours plus tôt, et juste au moment où la guerre prenait fin. Bah, il explique qu'il y a 10 jours, il était très soucieux, il a tenté des dépêches venant du front. Bah, il explique qu'il s'est couché un peu tard et il s'est endormi. Bah, là, il a fait un rêve qui va le hanter pendant des jours. Alors, il explique que, voilà, il raconte, j'étais dans ma chambre, j'entendais des sanglots, c'était comme si un grand nombre de gens pleuraient doucement, mais cette foule éplorée restait invisible à mes yeux.
Je suis passé dans une autre pièce et il y avait personne. Pourtant, les mêmes bruits de pleurs me suivaient et à mesure que j'avançais à travers la Maison Blanche. Bah, chaque objet m'était familier, mais je ne pouvais voir nulle part ces gens qui se désolaient comme si leur cœur allait se briser. Et j'étais intrigué, hein, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier. Alors je suis entré dans le salon Est et une surprise m'a serré le cœur. Sur un catafalque reposait un cadavre sous un suaire, ce que vous voyez un peu dans la vidéo. Des soldats semblaient monter la garde et une multitude de gens contemplaient tristement le corps dont le visage était caché. Bah, qui est mort à la Maison Blanche ai-je demandé à un soldat. Eh bien, monsieur, c'est le président qui est mort, il a été assassiné. Bah, un long sanglot de douleur est alors monté de la foule et cela m'a immédiatement réveillé. Et il explique alors qu'il prit la Bible sur sa table de chevet et qu'il l'a ouverte au hasard pour tomber à chaque fois sur un passage où il était question de rêve ou de vision. Puis il va conclure, bah, je ne me suis pas rendormi cette nuit-là car ce n'était qu'un rêve, mais il m'avait étrangement dérangé. Mais bon, après il a expliqué pendant le dîner que bon, on va plus en parler. Bah, 3 jours plus tard, on était le vendredi 14 avril 1865. Bah, Lincoln va se rendre à un théâtre. Et pendant la représentation, vous avez le sudiste John Wilkes Booth va s'introduire dans sa loge derrière et lui, il va lui tirer une balle à bout portant derrière la tête, au niveau de la nuque. Bah, les médecins vont courir et vont voir que c'était déjà la balle avait atteint le cerveau, donc ils vont le transporter dans une maison en face du théâtre où il va passer la nuit sans vraiment reprendre connaissance. Et ben il va mourir dès le lendemain à 7h22 à l'âge de 56 ans. Bah, des millions de personnes vont assister à ces obsèques et vont pleurer leur héros. Bah, ce mystère du rêve prémonitoire et du voyage astral de l'âme pendant le sommeil sera quand même étudié dès les années 50 par un ancien maquisard français du nom de Roger Excel. Et dans son livre intitulé La prophétie du grand monarque, Guy Tarade, l'auteur, évoquera les étranges expériences réalisées par ce même Roger Excel dans son laboratoire. Bon, il nous explique que bon, déjà, ça se passe, nous étions en 1942 et le groupe de maquisards français auquel appartenait Roger Excel était positionné en pleine montagne. Et le commandant de son unité savait que Roger Excel possédait un don qui lui permettait de localiser à distance et avec précision la progression des unités allemandes dans le secteur. Bah, la guerre terminée, notre ingénieur maquisard va rencontrer deux personnes qui vont l'initier au voyage astral de l'âme. Et dès 52, après la guerre, 7 ans après la guerre, il va construire un laboratoire qui va comprendre plusieurs bâtiments et là il va commencer à faire une série d'expériences sur les voyages de l'âme. Bon, et bon, il nous explique comment il procédait, hein. Ben, pour le sujet en état de dédoublement, le temps et l'espace se rejoignent, mais bon, il lui était impossible d'indiquer une date précise à une vision. Bah, lors de l'expérience, on savait seulement que l'âme du sujet pouvait se projeter, du moins se trouver projetée dans le futur. Bah, pour remédier à ce problème, Roger Excel va mettre au point un système qui, selon lui, permettait de fixer une date bien précise à une vision. Bah, pour la mesure du dédoublement astral de l'âme, Roger Excel avait fabriqué une sorte de capteur de dédoublement qui lui permettait de reproduire sur un écran cathodique la distance de temps dans le futur du corps astral, c'est-à-dire l'âme. Et une grille de capteurs télécommandés mobiles au-dessus du corps du sujet permettait de reproduire en permanence sur un écran géant un dessin lumineux du sujet en état de dédoublement. Bah, pour le repérage dans le futur, Roger Excel utilisait la désintégration d'éléments nucléaires et des mesures permanentes de radioactivité reproduisaient l'état de l'âme sous forme de spots lumineux. Et le tout apparaissait sur l'écran cathodique. Bah, l'expérience est en fait dans l'obscurité la plus complète. Le sujet et l'expérimentateur savaient immédiatement en quelle période du futur l'âme se trouvait. Et en plus de ce dispositif, il y avait un électroencéphalographe, un électrocardiogramme et divers équipements d'enregistrement qui étaient branchés et suivaient à tout moment l'état du sujet dédoublé. Bah, quelques années plus tard, Roger Excel déclarait qu'il avait mis au point une nouvelle méthode qui était adaptée à la recherche de trésors. Et grâce à de nouveaux appareils, il pouvait faire des voyages plus précis dans le passé
et le futur. Donc, comme je l'ai expliqué, le rêve prémonitoire, vous savez, c'est ces rêves où vous voyez des scènes qui se produisent et qui ne se sont pas encore produites, et quelques temps après, vous assistez à ce que vous avez vu dans le rêve. Bah là, comme je l'ai expliqué, la raison, du moins la cause du phénomène s'explique par le voyage astral. C'est en réalité c'est l'âme qui se détache du corps, qui se projette dans une dimension parallèle où elle va rechercher certaines visions de notre futur. Ensuite, elle regagne son corps. Et comme je l'ai expliqué, vous avez le fameux Roger Excel, lui a compris le phénomène. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de l'étudier en laboratoire. Il avait réussi à avoir des visions dans le futur assez précises. Mais bon, comme vous le savez, je pense que quelque chose a freiné ses travaux parce qu'on ne voulait pas que les gens sachent certaines choses de notre futur. Donc, même le bateau où il avait déplacé son petit laboratoire a été détruit par le feu, c'est pour vous dire. Donc, concernant les travaux de Roger Excel, on n'en saura pas plus. Mais bon, d'après ce qu'il en a dit à Monsieur Guitarad, il a bien réussi à faire voyager certaines âmes dans le futur, à les voir sur un écran et à étudier certaines visions qu'ils avaient eues dans le futur. Mais bon, comme je l'ai expliqué, ces travaux vont rester vraiment dans le plus grand secret. Et je pense qu'aux États-Unis, certaines personnes doivent commencer à procéder de la même manière, puisque dans une autre vidéo, j'expliquais que certains médecins avaient réussi à stimuler des dédoublements comment dire, en provoquant certaines zones du cerveau humain. Ça, ils étaient à la recherche de certaines zones qui, d'après eux, étaient liées aux crises d'épilepsie. En les stimulant, ben, ils ont réussi à faire dédoubler leur sujet. Ben, à partir de là, je pense que, en sachant ça, ils vont pouvoir travailler sur l'état du dédoublement, c'est-à-dire l'âme de la personne. Et ils peuvent même lui suggérer de se projeter dans des endroits bien précis ou dans des zones futuristes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. À la prochaine pour une autre.